Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette journée de formation de DailyFX. Je suis Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre et coach de trader sur la partie psychologique et comportementale. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du choix de votre marché, donc selon le mental. Et avant de commencer, j'aurais voulu que vous me fassiez un retour sur la qualité du son et de l'image. Donc là, l'image, ouais, on va le mettre en plein écran. Voilà. J'ai pas de retour, donc je vais demander à l'équipe DailyFX s'il y en a qui m'écoutent. Non, ils sont occupés à discuter entre eux. Bon, je me sens bien seule dans les bureaux de DailyFX et puis il n'y a personne qui répond dans le chat. Est-ce que quelqu'un est là? Ah oui, très bien, merci. Euh, voilà, donc, oui, oui, c'est bon. Voilà, donc la cohérence dans votre choix de marché. Donc chaque marché a son propre comportement et ses propres habitudes. Vous allez avoir des marchés qui sont très volatiles, c'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir des amplitudes fortes et rapidement, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Il y a des marchés qui sont corrélés à beaucoup d'autres ou à certains autres, et qui donc vont dépendre de plein de facteurs techniques, économiques, de ce qui peut se passer ailleurs. Et certains, par exemple, vont réagir à des tempêtes qui sont à l'autre bout du globe et d'autres absolument pas. Bref, chaque marché a ses influences, ses réactions et du coup son propre cahier des charges. Donc par rapport à ça, le trader a deux impératifs sur le choix de marché. Le premier, c'est évidemment d'être à l'aise avec son comportement, surtout en termes de volatilité, et aussi les valeurs que ce marché va défendre ou véhiculer. Et le deuxième impératif, c'est de bien le connaître et donc de s'y intéresser et d'avoir une réelle motivation dans ce que signifie ce marché. Donc souvent, quand un trader débute, il tâtonne et c'est normal. Et il y en a beaucoup qui vont travailler sur plein de marchés différents. Et il faut pourtant, aussitôt que possible, trouver celui avec lequel vous êtes à l'aise et vous concentrer dessus. Alors ça prend du temps de bien connaître un marché et ceux qui travaillent sur plein de marchés, soit ils ont beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'expérience, ou concrètement, désolé, mais ils sont mauvais. Et du coup, ils alternent. Quand ils prennent une claque sur un marché ou qu'ils ne parviennent pas à trouver leur mode opératoire, ils vont changer comme si c'était la solution miracle. Donc en trading, il y a beaucoup de switchers, des gens qui vont changer de stratégie ou de marché, ou même aussi d'unité de temps régulièrement, et ce n'est pas forcément la solution. Donc quand on débute, on ignore tout du trading, et c'est assez normal de s'essayer à plusieurs choses, mais assez rapidement, il vous revient la responsabilité par rapport à votre capital de se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions à la base, c'est quoi? C'est sur quel marché je dois opérer, sur quelle unité de temps, quelle est mon idée de trading, hein, donc ma philosophie opératoire qui va ensuite créer une stratégie, quelle est la politique de risque adaptée à cette philosophie opératoire, et suis-je en mesure de l'appliquer sur 100, sur 1000 trades. Alors il y a Jean-François dans le chat qui me marque qu'il n'y a plus de son. Ça arrive assez régulièrement, donc est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? Merci de me le dire. Donc alors évidemment aujourd'hui on ne va pas balayer toutes ces questions, hein, parce que soit je le ferai très mal, soit j'y passe toute la journée et puis il n'y a pas toute la journée pour moi. Donc on va se concentrer sur la première question qui est le choix de marché. Et pour ce faire, on va aborder donc plusieurs points. Oui, donc je vous rappelle que le trading est dangereux et donc je vous avertis qui est une mention légale, hein, des risques liés au trading. Et donc aujourd'hui, on va voir par rapport au choix de marché la notion de volatilité, la notion d'unité de temps qu'on va aborder de manière très résumée. Hein. Le choix d'unité de temps, je veux dire, c'est un thème à part entière. Ensuite, on va parler donc de votre capital et aussi de la valeur du point, où c'est important dans le choix de marché.
puis on abordera la psychologie, et ensuite, voilà, un petit résumé. Donc le choix de marché par rapport à la notion de volatilité. Alors vous êtes prédisposé à travailler sur des marchés qui vont être plus ou moins volatiles. Alors avant de commencer, la volatilité c'est quoi? Donc pour faire court, c'est l'amplitude de fluctuation d'un cours, les plus hauts, les plus bas, et le temps que le marché met à parcourir des extrêmes. Donc plus un marché est volatile, plus les écarts sont rapides et importants, et plus vous aurez d'opportunités de gains et de pertes à capital ou à exposition égale. Donc le choix de marché selon la volatilité va en même temps dépendre et induire 3 facteurs qui sont plus ou moins concrets. Le premier, c'est par rapport à votre capital, ensuite l'unité de temps et votre personnalité. Et il va y avoir une incidence sur 2 choses. C'est votre choix d'exposition. Et alors là, donc, on est dans une question qui est proactive, parce qu'avant de rentrer en position sur ce marché, vous devez savoir combien vous risquez. Et le deuxième, c'est votre comportement. Et donc ici, on est réactif, notamment avec le stress, parce qu'un marché très volatile, à unité de temps égale, ne va pas créer les mêmes émotions qu'un marché qui a peu de volatilité. Certains, par exemple, vont être stressés par la violence des marchés très volatiles, et d'autres seront stressés par la lenteur des marchés peu volatiles, notamment par rapport à un biais de frustration. Donc la confiance que vous avez en vous, le rapport que vous entretenez avec le temps, avec la sécurité, votre patience, vont être des facteurs absolument déterminants dans le choix de marché, et on va y revenir. Donc, le choix de votre marché va dépendre de ce dont vous avez besoin comme volatilité. Et à mon sens, c'est vraiment un des, voire le facteur le plus important qui va définir une grande partie de votre trading. Pour prendre un exemple, on ne travaille absolument pas de la même manière sur un marché comme le DAX, qui est très volatile, ou sur un marché comme le bond, qui met un certain temps à parcourir de la distance. Donc dans l'aspect pratique, il y a aussi les heures de volatilité et les cycles de marché, évidemment. On n'a pas la même volatilité sur un même marché à 11h du matin ou à 11h du soir, vous l'imaginez bien. Et du coup, il y a aussi l'aspect de votre organisation de travail et de votre organisation de vie qui a son importance dans le choix de marché. Mais encore faut-il savoir de quel type de marché vous avez besoin. Voilà, un peu volatile, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Voilà, c'est ce qu'on aborde. Donc dans le choix de marché, il y a aussi le facteur corrélé de l'unité de temps. Plus votre unité de temps va être courte, plus vous avez besoin de vous spécialiser sur 1, 2 ou au maximum 3 marchés, parce que vous aurez très peu de temps pour réfléchir. Avec l'expérience, évidemment, vous pouvez suivre un plus grand nombre de marchés, mais au départ, vous devez apprendre à bien en connaître votre marché principal, sinon vous allez vous planter, c'est absolument inévitable. Donc ensuite, selon les plages horaires sur lesquelles vous tradez, vous n'allez pas forcément choisir les mêmes zones géographiques, évidemment. Il y a des heures d'ouverture déjà, mais pas uniquement. Il y a aussi un facteur qui est votre capacité de concentration. Certains vont être plus concentrés le matin, du coup ça les prédispose à la zone euro, d'autres l'après-midi, dans ce cas c'est plus ouvert parce qu'ils peuvent travailler sur la zone euro ou sur les marchés américains. Certains vont être tranquilles et concentrés la nuit, dans ce cas-là c'est les marchés américains ou les marchés asiatiques, mais dans votre réflexion, je sais que je défonce une porte ouverte, mais je souhaite attirer votre attention sur le fait que vous devez être disponible et concentré au moment où les choses se passent. Pas avant, pas après, enfin à moins que vous ayez des unités de temps très très élargies, voilà, vous devez être à même d'opérer au moment où les choses se produisent. Donc la notion d'unité de temps et de volatilité est profondément liée parce que l'un va augmenter les potentialités de l'autre. Sur des unités de temps très courtes, de type scalping, vous allez chercher quelques points à chaque trade. Okay ? Donc vous avez une politique de risque qui est hyper standardisée parce que vous prenez les trades à la chaîne.
vous avez peu de temps de réflexion, du coup il faut que tout soit réfléchi en amont. Voilà, vous aimez les ranges, vous essayez de vendre haut, d'acheter bas, et du coup vous devez avoir une grande maîtrise du risque sur chaque trade, et c'est le cumul qui va faire votre balance. Donc on peut trouver des traders de range sur des marchés peu volatiles ou sur des marchés très volatiles. Et c'est le rapport que vous entretenez avec le temps, le besoin de réflexion que vous avez par rapport à l'action et le degré de confiance en vous qui vont être déterminants dans le choix de volatilité d'un marché en scalping. Globalement, et c'est évident, enfin je veux dire c'est logique, plus un marché sera volatile, moins vous aurez le droit d'hésiter. Du coup, la réflexion se fait en amont. Vous délimitez un canal en utilisant des unités de temps élargies. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Vous tracez les zones de prix où le marché va buter. Et donc, plus le marché est volatile, plus le canal est large. Et donc, moins vous aurez de marge d'erreur. Donc ensuite, par rapport à ça, reste la question de votre exposition ou de la valeur du point, enfin de votre exposition et de la valeur du point. On va y revenir dans 2 secondes. Donc sur des unités de temps plus larges, forcément vos stops sont plus éloignés, a fortiori si le marché est très volatile. Et donc au-delà de l'aspect de l'unité de temps qui vous convient, et que vous choisissez d'ailleurs pas réellement parce que cette unité de temps elle s'impose à vous par rapport à ce que vous êtes en termes de personnalité, enfin ça c'est une autre question, il faut réfléchir à votre capitalisation et à la valeur du point que vous traitez. Et donc c'est le point suivant. Donc la quasi-totalité des brokers proposent des mini-contrats, ce qui permet du coup d'avoir une certaine flexibilité. Quoi qu'il en soit, avant de rentrer en position, vous devez savoir combien vous risquez sur un trade et avoir une réflexion sur la rentabilité de ce trade, a fortiori sur des marchés qui seront très volatiles et qui peuvent dévisser de 100 points en l'espace d'1 minute. Donc par rapport à l'unité de temps et à la volatilité du marché, eh bien, il y a la question du capital initial et de la valeur du point. Si vous avez un capital réduit et que vous avez besoin de bien réfléchir avant d'agir, ce qui d'ailleurs vous prédispose à de l'overnight à minima, vous ne pouvez pas choisir des marchés très volatiles. Je veux dire, on procède là par élimination. Je vais prendre un exemple. En 24 heures, le DAX peut faire des écarts de 200, 300 points, c'est absolument pas exceptionnel. Du coup, si vous travaillez sur de l'overnight, eh bien, vous allez mettre votre stop, par exemple, à un truc comme 100 points. C'est absolument pas délirant sur ce marché. Si vous avez un capital de 5000 euros et que vous tradez à 5 euros le point, vous pouvez perdre 500 euros sur un trade. 500 euros sur un capital de 5000, ça fait 10% de votre capital et ça, c'est absolument pas sérieux. Du coup, quelles vont être vos options? Alors, le trader, il ne va pas forcément avoir la bonne réflexion au moment où il constate que son risque est disproportionné sur un trade. Généralement, il va changer d'unité de temps. Et à mon sens, c'est vraiment pas la bonne décision parce que c'est la configuration de marché couplée à votre personnalité qui doit dicter de l'unité de temps, pas vos limitations concrètes. Donc ensuite, deuxième possibilité, le trader va changer de marché. Ça peut être la bonne solution, à condition que ce marché en fait lui corresponde pas, hein, notamment par rapport à son comportement. Donc j'en parlais par rapport à la violence des mouvements ou leur lenteur. Donc qui vont créer un certain stress. Ou dernière option, changer la valeur du point. Donc chez votre broker, si c'est possible, en passant sur des contrats plus petits et sur des mini-lots. Du coup, la vraie question, c'est est-ce que vous êtes suffisamment capitalisé pour prendre 2, 3, 4, 5 stops à la suite? La question, elle est vraiment là et voilà. Donc on va maintenant passer à mon sujet de prédilection qui est votre mental. Donc quel type de volatilité vous correspond? C'est ce à quoi je vais tenter de répondre maintenant. Donc pour répondre à cette question, il n'y a pas de recette miracle en fait. Je suis désolée. Je sais que
Certains me la demandent parfois, elle est où ta baguette magique, Caroline? Mais de baguette magique, je n'ai point. Par contre, je peux vous aider à évaluer différents facteurs combinés. Donc le premier ne concerne pas en fait directement votre personnalité, mais votre situation financière et vos attentes en termes de trading. Quel rapport est-ce que vous entretenez avec le capital que vous avez investi? Plus ce capital, plus il vous est nécessaire de gagner, plus je vous conseille de choisir des marchés à volatilité faible. Parce que l'impératif de gagner va engendrer une part émotionnelle qui est non négligeable et vous pousser vers des réflexes de stress. Donc sur des marchés nerveux, en fait, vous ajoutez de la difficulté à une situation qui est déjà peu propice à la performance. Donc le besoin concret de gagner va vous pousser vers des réflexes conditionnés qui sont, pour ceux qui me suivent, vous le savez, qui sont la fuite, la lutte et l'inhibition. Donc si vous ajoutez à cet état de fait la violence d'un marché qui est très volatile, évidemment, vous augmentez énormément les probabilités de perdre votre rationalité et de péter les plombs à un moment donné. Et donc, vous devez faire attention à ne pas choisir des marchés ou des configurations de marché qui sont trop punchy parce que vous allez mécaniquement ajouter de l'huile sur le feu. Donc, deuxième facteur dans la psychologie, c'est votre rapport à la sécurité. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu ma grille de lecture, on va retrouver une fois de plus l'instinct grégaire, donc qui est la place de l'individu dans le groupe social. Donc ceux qui ont une grande confiance vont choisir d'instinct une volatilité élevée, alors que ce n'est pas forcément adapté et vice-versa pour ceux qui manquent de confiance. Le problème avec l'instinct grégaire, sur cette question en tout cas de choix de marché, va porter sur deux aspects. Le premier, c'est l'irrationalité de l'instinct grégaire. Le niveau de confiance est absolument pas dicté par la compétence réelle. C'est une confiance que l'individu a priori, d'ailleurs dans toutes les sphères de sa vie. Et parfois, il est tellement en dehors de la réalité, dans un sens comme dans l'autre. Pourtant, malgré l'irrationalité de l'instinct grégaire, il doit être pris en compte parce qu'il existe et qui fait partie de vous et que son impact sur vos décisions est absolument majeur. Donc ceux qui ont une grande confiance vont être mécaniquement poussés vers des marchés très volatiles. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément la compétence pour bien gérer leur capital et même d'ailleurs leurs émotions sur des marchés très vifs. Et alors là, à ce moment-là, ça ne pardonne pas. Donc ils devront comprendre la réelle zone de risque du marché et de la politique qui est associée, donc on en revient à cette notion d'exposition, de valeur de points et de distance de stop, donc d'unité de temps. Et à l'opposé, ceux qui manquent de confiance vont choisir des marchés avec une volatilité plus faible et ça va leur donner une illusion, et j'insiste sur le mot illusion, de sécurité parce que concrètement, marché peu volatile ou pas, c'est une fois de plus l'exposition et le stop qui vont délimiter le risque et pas réellement la volatilité du marché. En fait, la volatilité du marché, elle va impacter sur le temps que le marché met à arriver à un certain point et donc sur votre aspect psychologique et mental plus que sur réellement l'aspect du capital. Donc il faut vraiment prendre du recul avec ce que vous dit votre instinct quant au choix de marché, parce qu'il n'est pas forcément en phase avec la réalité. Donc autre aspect de la psychologie par rapport au choix de marché, c'est au niveau des personnalités, où on va trouver des problématiques moins centrales, mais tout aussi importantes. Bon, alors, je sais qu'il y en a certains qui connaissent Neurotrading. Après, c'est vrai que j'ai un modèle qui est complet. Je ne vais pas réexpliquer mon modèle là, c'est pas le but. Donc, je vais vous donner 2-3 exemples. Donc, les gestionnaires, comme premier exemple, oh là là, la liaison que je viens de vous faire, premiers exemples. Donc, les gestionnaires vont choisir une volatilité faible
parce ils ont naturellement une angoisse qui est forte envers la perte. Et du coup, ils risquent de rencontrer des difficultés émotionnelles assez fortes lors des pics de volatilité. Euh, pour une facette de personnalité comme le philosophe, par exemple aussi, je vais être beaucoup plus partagée parce que ça va dépendre des interactions du philosophe. Un philosophe qui va être combiné avec un compétiteur va choisir des marchés à volatilité forte parce qu'il sait naturellement prendre du recul et qu'il aime ce qui est dynamique. Exemple opposé, un philosophe combiné à un animateur devra plutôt s'orienter vers des marchés à faible volatilité. Parce que le philosophe à la base n'aime pas la violence, il aime être tranquille, décontracté. Et l'animateur, il a un grand goût pour la liberté et il est très peu discipliné par nature. Du coup, même s'il a envie de travailler sur des marchés qui partent dans tous les sens, bah, il devra comprendre que ce n'est pas forcément adapté à ses forces et à ses faiblesses. Quand il y aura un pic de volatilité, en fait, ce trader sera pas à l'aise, d'une part parce qu'il n'aime pas la violence et ensuite parce qu'il aura de grandes difficultés à respecter son money management. Bon, le but de ce webinaire est absolument pas de vous citer toutes les combinaisons possibles, ce qui serait interminable, mais uniquement d'attirer votre attention sur la notion d'écologie globale de l'individu. Euh, voilà, on va plutôt, voilà, on va plutôt voir les caractéristiques mentales qui sont associées aux deux types extrêmes de volatilité. Donc quelqu'un qui va travailler sur une volatilité faible, quelles vont être ses caractéristiques? Alors je ne parle pas forcément de qualité, hein, parce qu'ensuite tout dépend de quel point de vue on se place par rapport aux caractéristiques, mais bon, quelles sont les caractéristiques du trader qui doit travailler une volatilité faible? Bah, le premier, c'est la patience. Alors vous me direz qu'il faut être patient. Oui, je vois, il y en a qui comprennent pas, novateurs, animateurs dans le chat. Ouais, ça c'est vraiment ma grille de lecture globale. J'ai pas le temps aujourd'hui de revenir voilà, sur votre singe ou autrement appelé votre territoire néolimbique en neurocognitivisme. Pour ceux que ça intéresse, qui souhaitent creuser, il y a déjà pas mal de vidéos qui existent sur la playlist des l'IFX du mental du trader ou sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à vous mettre peut-être à niveau et d'aller voir ce qui se passe, ou évidemment d'aller voir le site Neurotrading ou de lire mon livre. La page pub est terminée. Donc j'en étais à la patience. J'en étais où du coup par rapport à la patience? Bon, voilà par exemple, bref, quelqu'un qui va travailler une volatilité faible doit être patient. Oui, c'est ça. Donc une facette de personnalité du type compétiteur a un vrai problème d'ailleurs avec la patience. Du coup, il ne doit pas choisir des marchés peu volatiles. Voilà, celui qui est patient et calme aura beaucoup plus de facilité à travailler sur des marchés à volatilité faible. Ensuite, deuxième caractéristique, c'est le perfectionnisme. Donc certains voient ça comme un défaut, d'autres comme une qualité. Bon, peu importe. Le fait est que celui qui a le goût du détail, le goût du travail bien fait, celui qui est minutieux, qui a de la rigueur, aura plus de facilité à travailler sur des marchés qui sont peu volatiles. Le revers de médaille du perfectionnisme, c'est le besoin de contrôle. Et de toute façon, ce trader devra à un moment donné accepter de lâcher prise sur ce besoin de contrôle. D'ailleurs, généralement, il l'apprend dans la douleur. Hein. Mais bon, le fait est qu'un marché très sportif, où il y a une forte volatilité, donne encore plus l'impression à celui qui est perfectionniste d'être malmené, donc il doit l'éviter. Ensuite, troisième caractéristique, c'est être organisé. Ça va d'ailleurs avec le perfectionnisme, hein, c'est dans la même lignée. Pour travailler des marchés peu volatiles, il faut avoir un réel goût pour l'organisation. Donc on me demande dans le chat quelle volatilité est le plus adaptée à un novateur et animateur. Voilà, novateur et animateur, c'est une combinaison par rapport à la volatilité où il y a des choses qui s'opposent un petit peu. Du coup, ça va dépendre aussi de l'instinct grégaire.
qu'il faut étudier. Donc je suis désolée, Discalex, ce serait, ce serait du charlatanisme que de répondre à votre question là maintenant tout de suite en 2 secondes. Voilà, donc je botte en touche parce qu'il me manque des infos là. Donc quatrième point par rapport à quatrième caractéristique pardon sur quelqu'un qui va travailler une volatilité faible, c'est un rapport sérieux à l'argent. Donc les gestionnaires, je l'ai déjà dit, vont presque toujours choisir des marchés peu volatiles, à moins qu'il y ait une autre facette qui vienne chambouler tout ça, et dans ce cas, on peut éventuellement aller vers une volatilité moyenne, hein, de type voilà, de type CAC 40. Bon bref, une personne qui a un rapport émotionnel très fort à la notion de gaspillage, par exemple, ou un rapport émotionnel fort à l'argent, eh bien, il doit choisir des marchés à faible volatilité, sinon les amplitudes de mouvement seront trop douloureuses à vivre sur la durée. La personne va pouvoir faire un effort pendant une semaine, pendant un mois, peut-être même pendant 6 mois, mais à un moment donné, il va se fatiguer. Il faut vraiment que vous compreniez, par rapport à cette notion de volatilité, que au même titre que vous avez un capital financier, vous avez un capital émotionnel, voilà, que vous renflouez jour après jour, ou qui diminue jour après jour. Et en fait, quand il y a je me suis rendu compte par rapport aux clients avec lesquels je travaille, hein, qu'un pétage de plomb, je veux dire une perte de rationalité, ou des attitudes qui sont absolument destructrices sur les marchés financiers, à un moment donné, elles arrivent parce qu'il y a eu plein de choses qui se sont produites avant. Et donc, quelqu'un qui a un rapport qui est à l'argent, qui est très proche, qui est sérieux, qui est épidermique presque, va devoir travailler des marchés à volatilité faible parce que sinon, une volatilité forte va l'user sur la durée. Donc ensuite, dernière caractéristique, c'est un trader qui va rechercher le calme et ou la douceur. Donc il y a des personnes qui ont un goût prononcé pour l'harmonie, qui aiment le calme, la tranquillité, qui aiment entretenir avec les autres des rapports qui sont chaleureux. C'est des gens, notamment en amitié, qui ont un réseau qui est assez réduit, mais qui ont des amis proches et fidèles. Et j'ai remarqué vraiment par rapport, une fois de plus, au nombre de personnes avec lesquelles j'ai pu travailler, que c'est des gens qui doivent choisir des marchés à volatilité faible, parce que ça correspond plus à leur vision du monde, à leur vision de la vie. Alors on me demande dans le chat des exemples de marchés à volatilité faible ou des marchés à volatilité forte. Bon, alors je ne connais pas tous les marchés, hein. D'ailleurs je connais plus ceux qui ont une volatilité forte. Donc volatilité forte, bon, on va trouver le DAX, on va trouver le Nasdaq, on va trouver les paires Forex en yens qui sont assez punchy. En volatilité faible, on va trouver le Bund par exemple. Le CAC ou l'euro FX sont entre les deux. Voilà. Mais vous avez hein, sur le net, alors là c'est dommage, je suis pas sur mon ordi puisque je suis dans les bureaux d'FXCM, mais donc je peux pas vous mettre le lien parce que je ne me souviens plus. À la limite, je le mettrai en dessous de la vidéo qui sera retranscrite sur YouTube. Vous avez comme ça des analyses de plein de marchés par rapport à leur volatilité. Ensuite, je le dis et je le répète, par rapport à la notion de volatilité, il y a aussi des heures qui sont à prendre en compte. Vous allez travailler par exemple le DAX. Bon, je le prends parce que c'est le premier qui me vient. En toute fin de journée, en début de soirée, il est beaucoup moins volatile, par exemple, qu'à l'ouverture des marchés américains, voilà, en début d'après-midi. Bref. Donc, quelles sont les caractéristiques d'une personne qui... Donc voilà, j'espère avoir répondu bon an, mal an à votre question, visiteur. D'ailleurs, visiteur qui ne se présente pas. Donc, la volatilité forte, les caractéristiques du trader qui travaille sur une volatilité forte. Bah, la première, c'est une bonne maîtrise de soi.
que ce soit dans la gestion de stress, que ce soit dans la capacité à se montrer discipliné, que ce soit dans le fait d'avoir un sang-froid naturel et un certain stoïcisme de manière générale, qui est instinctif, qui est naturel. Celui qui travaille des marchés, qui a une grande volatilité, il faut bien comprendre que c'est quelqu'un qui monte dans des montagnes russes. Du coup, il doit pouvoir encaisser des émotions fortes, des émotions qui sont contrastées sans que ça vienne trop perturber son jugement ou son équilibre interne. Voilà, c'est quelqu'un qui est par nature assez stoïque. Ensuite, c'est une personne, enfin un trader, qui a un certain goût pour le risque. Alors là aussi, tout comme pour le perfectionnisme, est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut? Je ne vais pas m'aventurer sur cette question parce que tout dépend de quel point de vue on se place. Mais pour choisir un marché à fort degré de volatilité, grosso modo, excusez-moi de faire le raccourci, mais il faut aimer chercher les ennuis, quoi. Du coup, si on revient un petit peu aux facettes de personnalité, les compétiteurs, évidemment, seront plus à l'aise avec cette vision, et les animateurs, pour répondre à Discalex, peuvent l'être plus aussi, mais ça va dépendre de l'autre facette, l'instinct grégaire. Parce que quelqu'un, par exemple, il y a la question de Discalex qui me reste en mémoire, mais quelqu'un qui va être à la fois animateur, compétiteur et dominant, là je veux dire c'est quelqu'un qui cumule les mandats, quoi. Donc effectivement, de manière instinctive, il veut aller vers des marchés forts parce que c'est quelqu'un voilà, qui est punchy, qui est très dynamique, qui aime le mouvement, la liberté, les défis, les challenges, qui instinctivement a beaucoup de droits et de confiance en lui dans la vie, mais concrètement c'est quelqu'un qui va se faire déchirer, parce qu'en face il n'a pas la discipline, il n'a pas la rigueur qui est nécessaire à des marchés qui vont être volatiles. Donc, troisième caractéristique, c'est la capacité à prendre du recul. Donc celui qui travaille sur des marchés extrêmes devra savoir prendre beaucoup de recul sur ses performances immédiates parce qu'elles auront tendance à être irrégulières, a fortiori s'il travaille des unités de temps qui sont très courtes. Donc il doit avoir la capacité de se dire, lors des jours de perte, qui ne seront pas exceptionnels, que ça ne vient pas forcément de lui ou de son système. Bon, alors sans non plus tomber dans du déni, si ça vient de lui parce qu'il a eu des actions qui ne correspondent pas à son système de trading, il doit pouvoir le reconnaître, mais ça peut aussi venir de la configuration de marché, et du coup, ce trader doit avoir la capacité voilà, de prendre du recul, surtout sur des marchés nerveux, parce que ça arrive vite, je veux dire les pertes, et elles arrivent plus violemment que sur des marchés un petit peu moins punchy. Donc ensuite on va trouver j'en parlais il y a 2 secondes en répondant encore un peu à Discalex, donc la discipline sur la gestion du risque notamment. Là, sur des marchés très volatiles, il faut être drastique dans votre politique de gestion, parce que la seule chose qui vous protège, entre guillemets, des forts écarts de marché, c'est votre discipline, c'est vos stops, c'est votre exposition, donc c'est toutes les actions de protection que vous allez mettre en place sur les marchés. Sur les marchés. Donc, avec une forte volatilité, si vous êtes fortement exposé, vous êtes mort. Si vous avez l'habitude, ou en tout cas une certaine faiblesse par rapport à vos stops, et que voilà, c'est pas absolument fermé pour vous que vous les décaliez, vous êtes mort aussi. Du coup, le money management sur un marché très volatile, il est encore plus crucial. Enfin, le money management, il est crucial partout, mais sur un marché volatile, il est encore plus important que sur des marchés à volatilité plus faible. Et enfin, dernier point, pour faire un petit peu miroir donc à une volatilité faible, ça va être le rapport à l'argent. Quelqu'un qui va travailler sur des marchés à volatilité forte doit avoir un rapport à l'argent qui est assez détendu. Alors je ne dis pas qu'ils se moquent de l'argent, je veux dire on fait du trading, on n'est pas des philanthropes, pardon. Voilà, on sait pourquoi on le fait. Voilà, je ne vais pas revenir sur cette question. Par contre, voilà,
le rapport à l'argent est assez détendu de manière générale. Voilà, il gagne, il perd, voilà, il n'est pas obsédé par le besoin de gagner, en tout cas à l'instant T. Donc, autre facteur dans la psychologie et dans le choix de marché, donc là on sort un petit peu de la notion de volatilité. Alors je vois que vous mettez des commentaires dans le chat. Par contre vos commentaires, alors je vais les lire et je vais y répondre, mais vos commentaires c'est des romans. Mais c'est normal, avec quelqu'un comme moi aussi je le cherche, hein. Du coup vous inquiétez pas, je vais regarder et j'y répondrai après, parce que là sinon le sujet me passionne tellement et que je peux partir très loin, et je souhaite finir mon déroulé avant d'aborder les questions de session-réponse. Donc vos valeurs, là où du coup on n'est plus dans la notion de volatilité. Les valeurs qu'un marché va défendre. Donc il faut bien comprendre qu'un marché, à un moment donné, il a une réalité. Je veux dire, il existe dans la vie réelle. Et pour illustrer ça, je vais prendre un exemple. Je vais même en prendre plusieurs. Je vais prendre pour commencer l'exemple de Mathilde, que j'ai rencontrée il y a maintenant pas mal de temps, mais qui m'avait assez frappée. Voilà, Mathilde donc, est fille d'agriculteur. Donc elle connaît très bien le principe de saisonnalité, le principe de récolte, le principe d'offre et de demande pour les matières premières. Et quand elle s'est lancée en trading, eh ben, elle a tout naturellement choisi le blé, puisque c'était quelque chose qu'elle connaissait. Et donc elle avait déjà parfaitement intégré le principe de stock, de conditions climatiques, enfin, etc., etc. Elle pourrait beaucoup mieux en parler que moi. Voilà, c'est un marché qu'elle connaissait vraiment bien. Et pourtant, c'était absolument impossible pour elle de bien trader dessus, parce qu'elle avait un rapport émotionnel très très fort avec ce marché. Et ça venait impacter son analyse en fait. Ce qu'elle espérait, ce qu'elle considérait comme bien ou mal moralement, venait parasiter ses décisions. Et du coup, Mathilde m'avait contactée parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle arrivait à bien traiter des marchés comme le Dow ou comme le CAC, qui, entre parenthèses, ont des volatilités médianes, on va dire, mais que sur les matières premières agricoles, eh bien, voilà, elle se plantait. Et la raison, c'était vraiment toutes les valeurs qu'elle associait à ce marché. Si je vous dis ça, c'est parce que avant de choisir un marché, vous devez réfléchir à ce que ce marché signifie pour vous, s'il signifie quelque chose en termes de valeur, de signification et de vision sur l'impact de vos actions sur le monde. Je vous le disais en introduction, à un moment donné, pour bien travailler un marché, il faut le connaître. Du coup, il faut que vous sachiez réellement à quoi il correspond. Et alors, plus ou moins consciemment, il y a des choses qui vont venir heurter ou voilà, plus ou moins fortement vos valeurs. C'est impossible de distinguer à 100%, je veux dire, les valeurs business des valeurs morales. Ça serait trop simple, hein. Et on souhaite tous vivre en accord avec ce qu'on considère comme bien ou comme important. Donc plus un marché va faire écho à vos valeurs, que ce soit politiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient morales, qu'elles soient humaines, peu importe, plus, plus vous serez parasité dans vos décisions. Donc personnellement, à mon niveau, hein, je me suis rendu compte que je tradais absolument pas pareil sur les marchés américains et sur les marchés européens. Alors il y a une question d'horaire, parce que les marchés américains c'est plutôt l'après-midi et que je suis plus concentrée le matin, mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas uniquement ça. Voilà, il y a d'autres aspects qui sont plus du terme des valeurs, qui viennent changer mon comportement, enfin qui font que j'ai un comportement différent sur les marchés européens des marchés américains. Donc les sentiments et l'opinion que vous pouvez avoir par rapport à un pays, par rapport à un secteur de marché, par rapport à une entreprise, pour ceux qui travaillent le marché des actions, voilà, globalement par rapport à votre marché, va venir impacter votre décision. Donc un autre exemple, justement, je parlais des actions. J'ai coaché un trader
c'était il y a environ 1 an et demi, donc ça remonte aussi un petit peu, qui n'investit qu'à la hausse. À un moment donné, il a tenté de shorter certains marchés parce que bon, il fait ça depuis longtemps et évidemment, il est passé par plein de phases. Il a tenté plusieurs choses, comme nous tous, mais il n'était pas à l'aise en short. Et pour lui, en fait, la spéculation, euh, je veux dire le trading, c'est injecter des liquidités dans l'économie et ça s'apparente un petit peu dans sa manière de percevoir le monde comme à du sponsoring. Donc c'est quelqu'un qui est naturellement assez méfiant, c'est quelqu'un aussi qui est assez perfectionniste. Et je veux dire, pour lui, il n'y a pas de problème de décortiquer des bilans de société pendant des jours et de prendre des positions sur plusieurs mois. Et en plus, je veux dire, les valeurs que lui impose sa personnalité, enfin, et la vision qu'il a de la spéculation, font que tout naturellement, il est destiné à investir à la hausse sur le marché des actions. La spéculation court terme, je veux dire shorter, parce que c'est pas pour lui, parce que ça va venir totalement impacter l'ensemble de ses valeurs morales et de ce qu'il défend au jour le jour dans sa vie, voilà, dans ses idées, dans les conversations qu'il peut avoir avec ses amis. Enfin voilà, ça vient buter contre tout. Voilà, donc si je vous donne ces exemples, c'est vraiment voilà, pour donner une réalité sur le fait que aussi virtuel vous paraisse un marché, il faut bien prendre conscience qu'il existe et qu'il a un impact. Un impact sur une entreprise, sur un secteur d'activité, sur un pays, sur le monde entier. Alors bon, je ne dis pas que vos investissements vont changer la face du monde, hein, parce que voilà, le plus gros d'entre nous, de toute façon, il ne représente rien du tout par rapport à la somme des liquidités qui sont échangées à chaque minute. Mais en tout cas, ça va venir à un moment donné influencer les décisions que vous allez prendre. Et ça, c'est quelque chose dont vous devez prendre conscience, pardon. Et donc, c'est délicat dans le choix de marché par rapport à cette question des valeurs, parce que vous allez être invité évidemment à travailler des marchés où vous vous sentez proche, où vous avez un rapport émotionnel, puisque ce sont des marchés qui vous intéressent. Du coup, vous pouvez, avec un certain plaisir, développer une compétence réelle sur ce marché, alors même que, malgré la compétence intellectuelle, à un moment donné, vous allez être parasité par l'émotionnel. Du coup, il faut vraiment trouver cette espèce d'équilibre à la fois totalement improbable et pourtant indispensable entre l'intérêt intellectuel que vous portez à un marché et la faible implication émotionnelle. Voilà, donc pour résumer l'ensemble de ce que je viens de vous dire, quand vous réfléchissez au marché que vous devez travailler, vous allez devoir prendre en compte eh bien, ces 6 paramètres. Le premier dont j'ai longuement parlé, c'est la volatilité du marché travaillé. Ensuite, c'est l'unité de temps et la politique de risque, donc qui vont aller avec la question de la stratégie, hein, et de la distance du stop. Il faut prendre en compte votre capital. Donc ça va aussi avec la volatilité de marché, hein. Bon, bref, je ne vais pas revenir en arrière. Votre compétence réelle sur ce marché, votre personnalité, donc ça c'est une très très grande question, et enfin vos valeurs. Voilà, j'espère avoir bien résumé le truc. Je vais donc maintenant regarder les questions que vous avez pu me poser dans le chat. Et oh là là, il est déjà 11 heures, je pense que la conférence suivante n'est pas loin. Du coup, je vais regarder rapidement. Oui, ok. Donc Fifi, j'ai lu votre commentaire, donc je le mets dans le chat, mais bon voilà, j'ai pas forcément de réponse à y apporter. À Marc, j'ai pas fini de lire, mais je poste quand même parce qu'il me lance des fleurs. Marc, merci Marc. Vous faites des vidéos formidables et riches d'enseignements. Ce matin, j'ai encore visionné pour la seconde fois celle sur la patience. Ouais, donc oui, de passer du temps sur le mental, oui. Oui, je,
Soit j'ai trop de choses à dire, soit pas assez, donc je ne répondrai que oui. Oui, oui, pas 11 h midi, oui. Alors oui, c'est vrai, mais sur l'écran de... Oui, il n'est pas 11 h, il est midi en effet, mais sur l'écran de FXCM, il est marqué 11 h, du coup, j'ai pas réfléchi. Bon. Ah, Phil68 marque quelque chose d'intéressant. Bonjour Caroline, je suis bien d'accord avec vous, mais je me rends souvent compte que quand je place des stops, je perds, et quand je n'en mets pas, les cours reviennent toujours, 3 petits points ou presque. C'est à se demander si la rigueur sur les marchés est toujours bonne conseillère. Non. Alors, ce qui est la partie la plus intéressante dans votre question fil 68, c'est la partie toujours 3 petits points. Les marchés ne reviennent pas toujours. Et quand ils ne reviennent pas et que vous n'avez pas de stop, alors là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes très très peu exposé, c'est-à-dire que vous êtes en levier carrément négatif, et du coup, effectivement, vous pouvez attendre pendant des jours, des semaines, des mois que le marché revienne. Soit vous êtes comme la majorité d'entre nous et vous êtes à minima à levier 1. Et dans ce cas-là, toujours 3 petits points ou presque, eh ben, il fait qu'en l'espace de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, eh bien, vous cramez votre compte. Donc j'ai totalement conscience que, je veux dire, je trade, moi je fais du scalping, j'ai des stops qui sont courts, et cette frustration, cet agacement, même, on peut même parfois l'appeler, parce que c'est pas parce que je connais bien le sujet que je suis exempte de toute émotion sur les marchés, évidemment, hein. Cette révolte, hein, qu'on peut parfois avoir quand on se fait stopper et que juste après le marché repart dans le sens initial. euh, voilà, c'est pas forcément facile à vivre. Mais c'est ce qui va faire que vous allez survivre au fur et à mesure du temps. Sans ça, c'est absolument pas possible. Là, je veux dire, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier. On est quel jour? Vendredi, oui, avant-hier. J'étais en rendez-vous donc avec un client qui, en début de semaine, a eu qui pourtant est quelqu'un d'assez compétent d'ailleurs, entre parenthèses, hein, a eu voilà, il a supprimé son stop justement sur le DAX en étant moyennement exposé parce que il était certain voilà, que le marché était haussier, parce qu'on est haussier depuis quelque temps, et puis voilà. Eh bien, il a cramé, je veux dire, non, il a dû, ouais, il devait trader, je pense que c'était mardi, où il y a eu une forte baisse sur le DAX, enfin forte, tout est relatif, hein, où il y a eu une baisse sur le DAX mardi en intraday. Bon voilà, il s'est pris 120 points dans la vue en l'espace d'une demi-heure, sachant que son objectif habituel est à 10-15 quoi. Bon, du coup, effectivement, après, voilà, vous êtes content. Bref, l'utilité des stops, c'est une grande question. Peut-être que je ferai une chronique complètement là-dessus, hein. Voilà. Je suis en train de lire les questions, hein, je suis toujours là. Alors Coco qui pose une question très intéressante. Et in fine, lorsqu'on a peur de perdre son capital, est-ce que l'on peut trader quand même? Alors, Coco, je vais faire une réponse de Normand. Oui et non. De toute façon, la peur de perdre son capital est un frein à la performance. Ça, c'est clair. Donc ensuite, tout dépend de si cette peur est légitime, c'est-à-dire que le capital que vous avez investi est nécessaire pour vivre. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que c'est un très très gros frein. Alors ensuite, il faut voir évidemment qui vous êtes, hein, et votre compétence, et je veux dire toute la psychologie que vous pouvez avoir. Euh, mais bon,
voilà, grosso modo, c'est quand même un gros frein. Si vous n'avez pas besoin de ce capital pour vivre, il y a un travail à faire sur cette peur. Voilà, pour que... Donc alors ça passe par plein de biais, hein, je vais pas... euh, je suis en train de réfléchir à comment je pourrais résumer la chose de manière très rapide. Euh, donc cette peur, elle peut venir de l'instinct grégaire, c'est-à-dire d'un besoin de protection qui est assez instinctif, qui viendrait d'un instinct grégaire, donc qui serait plus soumis. Et dans ce cas, ça passerait par une prise du recul justement sur cet instinct et sur le fait de nuancer la vision. Ensuite, cette peur peut venir d'un rapport que vous auriez à la responsabilité. Et, enfin voilà, elle peut venir de plein de choses en fait. En résumé, là, c'est pas possible parce que les hypothèses probables sont vastes. Donc Coco, je ne sais pas si j'ai répondu, j'espère que oui. Euh, voilà, donc pour faire court, si vous avez raison d'avoir peur parce que ce capital vous est nécessaire pour manger, c'est un gros problème. Si vous avez peur parce que c'est votre vision, dans ce cas-là, ça se travaille. Et je vous invite à me contacter via Neurotrading. Donc, je continue les questions. Alors prudent qui marque, il faut avoir des stops très clairs dans sa tête et les mettre en œuvre en manuel. Surtout pas les positionner dans l'application car elles sont systématiquement balayées par les automates. Alors prudent, je pense qu'il faut sortir du côté un peu paranoïaque. Désolé si le mot est pas forcément agréable. Et c'est pas pour être désagréable que je dis ça. C'est parce qu'il y a vraiment cette idée qui est véhiculée. Alors, sur le fait de robots de trading qui vont chercher les stops, c'est une réalité. Mais ils ne vont pas chercher vos stops. Ils vont chercher des zones de prix où, je veux dire, par rapport à des facteurs techniques, il devrait, au conditionnel, y avoir pas mal de stops positionnés. Du coup, c'est pour ça que notamment par rapport, par exemple, à une zone de support ou de résistance, si vous travaillez, bon, je n'ai pas parlé du scalping où on est vraiment sur de la frappe chirurgicale, mais sur des positions qui vont durer plusieurs heures ou plusieurs jours, d'avoir des stops qui sont un petit peu décalés par rapport à des zones de blocage de prix, voilà, que ce soit support, résistance, haut de canal, enfin, peu importe. Euh, pour éviter ça. Mais avoir uniquement un stop mental, euh, alors si vous arrivez à le faire prudent, c'est très bien, et à systématiquement du coup stopper, euh, tant mieux pour vous. Mais moi sur l'aspect stop mental, il y a deux choses qui me gênent. Le premier, c'est que il y aura un moment, euh, on va dire c'est très probable, en tout cas pour la très grande majorité, que ce stop mental, le trader ne le respecte pas. Du coup, à partir du moment où le marché dépasse cette zone de stop mental, il n'y a plus de limite. Et là, on rentre voilà, dans des leviers, on va dire, quasiment de joueurs, hein, voilà, où on espère que le marché va revenir sur la zone. Et si je dis ça, c'est parce que je l'ai vécu, hein, et les erreurs dont je vous parle, je veux dire, c'est des erreurs que j'ai faites, hein. Donc je les connais bien. Bref. Et l'autre aspect qui me gêne dans les stops mentaux et non positionnés, c'est que si vous avez une bougie très impulsive, euh, notamment, je ne sais pas si vous n'avez pas fait gaffe et que vous êtes en position au moment, je ne sais pas, d'un discours de Draghi. Bon, le dernier, il n'a pas fait bouger les foules, mais il peut y avoir des pics de volatilité lors de certaines news, hein. Et ben là, votre stop mental, vous ne pouvez pas être assez réactif pour vous protéger. Voilà, du coup,
voilà, pour moi, un stop, il doit être positionné sur le marché, même pas sur l'application, hein, mais sur le marché réellement. Alors Tony qui demande si l'expérience retire, il dit c'est l'expérience qui retire la peur de perdre. Oui, en grande partie. Encore faut-il avoir le temps d'obtenir cette expérience. Et donc voilà. Et donc à un moment donné, s'il y a une peur de perdre qui est trop forte, elle sera tellement préjudiciable aux attitudes que le trader va avoir, euh, qui va, qui va perdre pas mal et probablement abandonner. Du coup, ça peut se traiter, enfin, ça peut ou ça doit se traiter en amont. Fifi donc me demande pourquoi je fais du scalping, parce que ça correspond à mon profil de personnalité. Et du coup, d'ailleurs, là, je suis pas mal. Je suis en train de me former à d'autres approches. Enfin, de me former, oui. Oui, je suis en train de me former à d'autres approches stratégiques, donc sur des unités de temps plus larges. Et voilà, j'avoue que c'est pas forcément évident, même avec une exposition très faible, de laisser courir des gains comme des pertes, hein, par rapport à des amplitudes de mouvement. Parce qu'à un moment donné, l'unité de temps sur laquelle on travaille, enfin, alors l'unité de temps, aujourd'hui on parle du choix de marché, donc l'unité de temps c'est vraiment un autre sujet, mais qui est quand même lié. Euh, c'est pas nous qui la décidons concrètement, c'est ce qu'on est. Alors oui, c'est nous qui la décidons, euh, mais le choix d'unité de temps, elle est grandement conditionnée par tout ce que nous sommes, et contre quoi on peut évidemment lutter, mais voilà, il y a suffisamment on va dire, d'efforts de comportement et de gestion émotionnelle à faire sur des unités de temps ou des marchés qui nous conviennent, sans aller chercher des choses qui ne nous conviennent pas à la base, où là du coup on ajoute encore de la difficulté à quelque chose qui est déjà pas forcément simple. Alors je suis en train de lire les questions, vous m'avez pas perdu. Tony qui marque, c'est drôle. C'est drôle parce qu'en plus, ouais, j'ai une approche mitigée. Donc, avec toutes vos connaissances sur la nature humaine, vous devez être adepte des experts advisors, donc des robots trading. Oui, moi j'ai une partie non négligeable de mon capital qui est gérée en auto. Tout simplement parce que déjà parce que j'ai la possibilité d'avoir accès à un système automatique qui est sympa. Et puis que je suis une grosse feignante aussi. Non, je rigole. Euh, mais alors après, je continue à trader en manuel parce que j'y trouve un intérêt, voilà, à la fois intellectuel, et puis par rapport à ce sujet aussi de la psychologie du trading, ça me nourrit globalement. Mais voilà, j'avais oublié de vous mettre ça. Euh, voilà, on arrive apparemment au bout. Voilà, donc oui, les experts advisors, oui, moi je suis sur une. J'ai les deux, voilà, en manuel et en auto. Donc Jordi qui écrit le scalping c'est plus compliqué que le swing ou que le day trading, il faut avoir les nerfs solides. Alors Jordi, pour répondre à votre question, c'est pas les mêmes difficultés en fait. Le scalping demande moins de compétences intellectuelles. Il demande moins de capacité d'analyse. Ensuite, le scalping, en effet, va demander une forte résistance au stress, une grosse maîtrise de soi. Enfin là, on est à nouveau sur le choix d'unité de temps. Peut-être que j'ai mal choisi mon sujet en parlant de choix de marché. J'aurais peut-être dû choisir l'unité de temps. Enfin, ça peut être, euh, ça peut être pour la prochaine. Voilà. Alors,
donc sur quelle approche de trading je travaille. Alors, donc on me demande. Donc moi, j'ai pas honte d'avouer que je suis assez peu compétente techniquement. Je veux dire en termes d'analyse. Enfin là, je veux dire, je suis dans les locaux d'FXM et de DailyFX, donc il y a Vincent Gann à côté et d'autres analystes voilà, qui vont prendre en compte des facteurs, je veux dire, sur le PIB chinois, je veux dire, la valeur du yen. Moi, je suis absolument incapable de ça, enfin incapable, ça ne m'intéresse pas et je suis absolument pas compétente là-dessus, donc je travaille sur du très court terme, ce que j'expliquais qu'à un moment donné, le scalping ne va pas avoir les mêmes exigences que du swing. C'est pas les mêmes difficultés en fait. Et donc moi, typiquement, je suis un trader de range. Moi, je cherche des canaux et je veux dire que j'ai une approche qui est bête et méchante de travail à la chaîne où je vends en haut du canal avec un stop qui est assez serré, où j'achète en bas et puis où ça dure pas longtemps. Du coup, ma souffrance est assez réduite globalement. Et voilà. Bon, donc c'est l'heure. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et donc cette vidéo sera retransmise sur les chaînes YouTube de DailyFX et sur la mienne. Au revoir. Vous pouvez me trouver sur les différents voilà, sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et évidemment sur neuro-trading.fr. Au revoir.